Bienvenue au labo des CIT. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient très souvent dans nos bureaux. C'est une idée de Marine Livet d'ailleurs, merci Marine. Comment et surtout quand est-ce qu'on aborde cette fameuse RQTH avec les personnes qu'on accompagne? C'est pas toujours évident, hein. Non, c'est vrai. C'est un sujet un peu sensible parfois, mais tellement important. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de dédramatiser ça et de voir ensemble comment on peut en parler de manière positive, constructive, pour que ça devienne un vrai plus dans leur parcours pro. D'accord. Alors pour commencer peut-être par le quand. Le bon moment si on veut. J'ai lu qu'il faut anticiper dès que la santé risque d'avoir un impact sur le projet professionnel. Plus tôt c'est, mieux c'est, en théorie. Mais il faut y aller avec tact, bien sûr. C'est exactement ça. Le tact, c'est primordial. Tôt, ça veut dire dès qu'on perçoit une gêne, une difficulté, même dite à demi-mot par rapport au travail. Ça peut être des arrêts maladie qui se répètent, une reconversion qu'on sent un peu subie, ou même en prévention si le projet vise un métier exigeant. L'important, c'est pas attendre que ça devienne vraiment bloquant. Hmm, je vois. Et une fois qu'on sent que c'est le moment, le comment. Parce que, soyons honnêtes, le mot handicap, il fait un peu peur. Ah oui, c'est souvent là que ça coince. Le maître mot, c'est normaliser. Il faut vraiment insister là-dessus. La RQTH, ce n'est pas une étiquette qu'on colle sur quelqu'un. C'est un dispositif, un outil qui ouvre des droits pour compenser des difficultés professionnelles spécifiquement liées à la santé. On se concentre sur les incidences au travail, pas sur la maladie elle-même. Et utiliser un vocabulaire positif, centré sur les compétences, les solutions. Oui, trouver les bons mots. Par exemple, au lieu d'y aller franco, on pourrait dire quelque chose comme: est-ce que vos soucis de santé ont déjà créé des difficultés dans votre travail? Vous connaissez la RQTH? Ça permet d'ouvrir la discussion, non? Tout à fait. C'est une bonne approche, très douce. Et puis il faut être prêt, nous, en tant que conseillers, à répondre aux idées reçues. Elles sont nombreuses. Ah oui, les fameuses idées reçues. La première qui me vient, c'est la confidentialité. La peur que ça se sache partout. Exactement. Alors que la RQTH, c'est une donnée personnelle, strictement personnelle. C'est la personne qui décide si elle veut en parler, à qui et quand. Ce n'est pas marqué sur son front, hein. Autre point, beaucoup pensent que c'est définitif, une fois qu'on l'a, c'est pour toujours. J'entends ça souvent. Oui, et c'est faux. La RQTH, elle est très souvent temporaire. Elle peut être accordée pour 1 an, 2 ans, 5 ans. Et elle est renouvelée, bien sûr. Elle reconnaît un besoin de compensation à un moment T dans le cadre du travail. Ça peut tout à fait évoluer avec la situation de santé ou le poste. Et le classique, ça ne m'apportera rien, ou pire, ça va me désavantager. Alors là, il faut être hyper concret. Sortir les arguments, l'accès facilité à certaines formations, les aides financières pour l'employeur qui adapte un poste ou qui embauche, l'accompagnement par Cap Emploi, qui est quand même spécialisé. C'est un vrai levier pour sécuriser le parcours. C'est pas rien. Oui, ça peut vraiment débloquer les situations. Et quid de la peur du licenciement? Si on en parle, est-ce qu'on risque son poste? C'est une crainte légitime. Mais la loi protège le salarié. L'employeur a même une obligation de chercher des solutions d'aménagement raisonnables. Justement, la RQTH, elle est là pour aider à obtenir ces aménagements, et souvent à les financer. C'est plutôt une protection en fait. D'accord. Et sur le secret médical? Pas besoin de tout déballer à son employeur. Ah non, surtout pas. On n'a pas à détailler son dossier médical. Ce qui importe à l'employeur, ce sont les conséquences professionnelles et les solutions. Quelque chose comme, voilà, j'ai telle contrainte qui nécessite tel type d'aménagement, mais avec telle solution, ça ne pose aucun problème pour le poste. Point. Très clair. Bon, arrive la grande question stratégique. On la mentionne ou pas? Sur le CV, dans la lettre, en entretien. Alors, là, il n'y a pas de règle absolue. Aucune obligation légale de le dire. C'est vraiment une décision personnelle, stratégique. Sur le CV, en général plutôt déconseillé, pour éviter la discrimination au premier tri. Sauf cas très précis. Justifier un trou, valoriser une expérience dans le secteur adapté, ou si l'entreprise affiche clairement une politique handi-accueillante. Et en lettre de motivation? Ça peut se justifier si on répond à une offre qui cible spécifiquement les travailleurs handicapés, ou si l'entreprise est connue pour son engagement. Sinon, pas forcément utile. Reste l'entretien d'embauche. Là, c'est souvent le moment le plus opportun, si on décide d'en parler. Plutôt vers la fin, quand le courant passe bien. On peut présenter soi-même la situation, les conséquences et surtout les solutions qu'on apporte. Mais attention, ne rien dire avant l'embauche est aussi une option parfaitement valable. On peut ensuite aborder les besoins d'aménagement avec le médecin du travail une fois en poste. Donc, notre rôle de CIP, c'est vraiment d'aider la personne à faire ce choix éclairé. Peser le pour et le contre selon sa situation, le poste, l'entreprise. Et si elle choisit d'en parler, l'aider à préparer comment le dire. Exactement.
C'est un accompagnement à la stratégie de communication, en quelque sorte. Et toujours rappeler les avantages concrets pour la personne. Formation, bilan de compétences spécifiques, aide technique ou humaine. Pour l'employeur, les aides à l'embauche, le financement des aménagements par l'AGFIP dans le privé ou le FIP-HHP dans le public. Sans oublier l'appui des experts comme Cap Emploi. C'est tout un réseau d'aides qui se mobilise. Justement, ce réseau, ces acteurs, un petit rappel rapide pour bien les avoir en tête, qui fait quoi? Oui, alors, l'incontournable, c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est là qu'on dépose la demande initiale de RQTH. Ensuite, pour le financement et l'expertise emploi-aménagement, on a l'AGFIP pour les entreprises privées et le FIP-HHP pour la fonction publique. Cap Emploi, c'est l'opérateur spécialisé dans l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et bien sûr, Pôle emploi et les missions locales ont aussi leur référent handicap. Et n'oublions pas le médecin du travail, essentiel pour le maintien dans l'emploi. Parfait, c'est très clair. Donc en résumé, si on veut bien faire passer le message, aborder la RQTH, c'est pas parler d'un problème, c'est parler de solutions, de droits, de potentiel. C'est ouvrir des portes, mais toujours en respectant le rythme et le choix de la personne. C'est tout à fait ça. Notre rôle, c'est d'éclairer, de rassurer et de montrer comment cette démarche, parfois un peu redoutée, peut finalement devenir un véritable atout, un facilitateur de parcours. Et peut-être une petite réflexion pour finir. Au-delà de compenser, comment pourrait-on mieux valoriser les compétences particulières que ces personnes développent? Je pense à la résilience, l'adaptabilité, la capacité à trouver des solutions. C'est une vraie force, non? Voilà une piste intéressante. Merci beaucoup pour cet échange très riche. C'était notre exploration du jour sur la RQTH. À bientôt dans le Labo des CIP.